Alors, à ce jour, il y en a 74, avec un code qui est en cours de production. 74 codes, ça peut paraître beaucoup, mais il faut bien savoir que le fait d'avoir un droit codifié, d'avoir un droit en code, c'est une des caractéristiques du droit français, du droit continental, par rapport au droit dit anglo-saxon. Donc justement, le fait que le droit soit en code, c'est une caractéristique du droit français, du droit qu'on appelle continental, civil ou romano-germanique, mais ce n'est pas, on va dire, l'Occident et l'Europe qui ont inventé le principe de créer des codes, puisque les premiers codificateurs que retient l'histoire, ce sont les Sumériens, donc en Mésopotamie, avec le code de Ur-Nammu ou Ur-Nammu. Ma prononciation du sumérien est approximative. Aux alentours de 2100-2050 avant Jésus-Christ, ce code contenait des principes de loi pénale et de droit civil. On peut penser à la loi du talion, ou encore ça créait déjà la pension alimentaire en cas de divorce. On peut également citer le code Tang, qui a été promulgué en 624 après Jésus-Christ, en Chine impériale. Et on a vu, avec l'exemple napoléonien, que l'édiction de lois uniformes pour un territoire, c'est un outil de la puissance politique, ça fait partie de la souveraineté d'un État. Donc, en France, il y a 74 codes applicables. Nous avons parlé ensemble du code civil. Tout le monde connaît le code de la route. On parle bien d'ailleurs de l'expression « passer son code ». Donc, il s'agit bien sûr du code de la route. Quant à savoir s'il est toujours appliqué ou respecté par tous les usagers de la route, c'est une autre question. On connaît aussi le code pénal. Le code du travail est également bien connu, puisqu'il est régulièrement critiqué pour s'être complexifié au fil du temps. Et en ce moment, je pense qu'on ne peut pas rater le code électoral, du fait des échéances électorales régionales et départementales qui se présentent. Il y a aussi des codes moins connus, qui sont les codes relatifs aux procédures. Nous en voyons un petit peu sur l'image, on a notamment le code de procédure civile et le code de procédure pénale, qui codifient, qui gouvernent justement la procédure dans ces matières. Il y a aussi des codes un peu plus particuliers, qui sont des codes relatifs à certains territoires. Il y a par exemple un code du travail spécial pour le territoire de Mayotte. Il y a aussi un code des communes spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Et il y a également des codes spécifiques à certaines professions particulières. Je pense notamment au code du travail maritime, qui réglemente le travail particulier et les conditions de travail particulières des marins et des gens de mer. Quand je dis marins, je ne parle pas des gens de la marine nationale, qui obéissent au statut militaire, mais des marins de pêche et des marins de commerce. Et voilà, il y a également donc un code qui est en train d'être dans les tuyaux. Il s'agit du futur code de justice pénale des mineurs, qui entrera en vigueur en septembre prochain. Donc, comme on l'a dit sur le code civil, codifier les lois permet de les rassembler, de les ordonner, de les rendre, en théorie, accessibles et compréhensibles par tous. Pourtant, on ne va pas se leurrer, même le meilleur des juristes ne pourra pas citer un code par cœur. Il sera nécessairement obligé de vous faire des recherches juridiques, d'envisager toutes les hypothèses. De la même manière qu'un médecin ne peut pas connaître toute la liste des médicaments qui existent. Il doit aussi faire des recherches, et le juriste comme le médecin doivent aussi traiter des cas particuliers, des situations particulières. J'aime beaucoup faire des parallèles entre les professions juridiques et médicales. Tout comme le médecin doit vous examiner vous interroger sur vos antécédents, idem pour le juriste qui doit connaître votre situation, qui n'est pas celle de votre voisin, qui n'est pas celle de vos parents, qui est la vôtre dans ses spécificités et qui doit justement appliquer les différents codes de loi à votre situation. Fait par une commission administrative qui s'appelle la Commission supérieure de codification, qui est composée de magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État, donc des deux juridictions suprêmes en France, auxquelles s'ajoutent des hauts fonctionnaires et deux parlementaires, un député, un sénateur. Et cet organisme
impulse les travaux de coordination, de codification, et le projet de code est ensuite soumis au gouvernement et adopté par le Parlement. Et c'est le cas, cette commission supérieure, elle existe depuis les débuts de la Ve République, et elle nous a notamment donné le code pénal de 94, qui remplaçait le code pénal impérial de 1810. Et c'est bien sûr très pratique pour les juristes et les divers praticiens du droit, puisqu'on n'a pas besoin de chercher dans les divers codes qui existent, c'est rassemblé dans un seul endroit, dans un seul bouquin. Mais cependant, à mon sens, c'est quelque chose de très intéressant, mais un peu dangereux, puisque même la Cour de cassation s'est laissée avoir, s'est fait avoir, puisqu'elle cite un code dans une jurisprudence du 18 avril 2013, elle cite un code en matière de droit commercial, un code qui n'existe pas. Elle cite un code des sociétés. Or, il n'existe pas en France de code de société officiel. C'est réparti entre le code de commerce, entre le code du travail, entre le code civil. Donc, c'est éclaté entre 3 codes différents, au moins. Mais Dalloz, pour ne citer qu'elle, a fait le choix de regrouper ça dans un code des sociétés, mais qui n'a aucune valeur juridique. Et il y a eu une étude qui a été faite par le professeur Dondero, un professeur de l'Université de Paris. Il y aurait 15 décisions de justice par la Cour de cassation qui sont basées en fait sur un code qui n'existe pas. Donc c'est pour ça que j'invite nos auditeurs et auditrices à faire très attention, à vraiment se référer qu'à des codes officiels, sans pour autant nier l'intérêt pratique de ce genre d'outils.